Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur l'amour, la définition de l'amour. Il y a quelques jours, il y a mon fils qui m'a posé une question, qui me demandait comment je définirais être amoureux, comment on fait pour tomber amoureux. Et, euh, et il me demandait de l'aider à répondre à cette question, puisque ça faisait partie de quelque chose qu'il vivait actuellement. Très superficiellement, je lui ai répondu plutôt avec ma posture à la fois de père mais aussi de thérapeute. J'étais assez fier de moi, donc des réponses que je lui donnais. Il avait l'air heureux de ce que je lui avais transmis. Et puis le lendemain, je suis désolé, hein, je parle plus doucement parce que j'ai un état grippal et je suis pas en très très grande forme. Mais j'avais enfin trouvé un coin tranquille en Inde, donc dans le lieu où je suis actuellement, et du coup j'en ai profité pour faire cette vidéo. Et donc le lendemain, je prends le bus pour aller de Pushkar vers Jaipur, où je suis actuellement. Et, euh, et là, je tombe sur un jeune qui s'installe à côté de moi dans le bus et qui engage la conversation. Moi, je suis plutôt quelqu'un de sauvage, donc j'ai du mal avant de m'ouvrir à ça, parce qu'en plus j'étais très fatigué, j'avais pas dormi pendant 2 nuits à cause du bruit. Et, et, et communiquer pour moi, ça demande beaucoup d'énergie. Et quand il faut en plus traduire avec un accent indien, ça m'en demande encore plus. Finalement, il y a quelque chose en moi qui accueille cette bienveillance qu'il me témoignait, et on va parler pendant 3 heures. On va parler de plein de choses concernant l'Inde. Lui s'intéresse à la France, et on va avoir cet échange. Et donc dans les discussions, dans la discussion qu'on va avoir ensemble, à un moment on va parler du mariage en Inde. Et donc il va me dire que c'est en effet pas lui qui va choisir sa femme, qu'il respectera la tradition ici, que de toute façon il n'y a pas trop de solutions non plus pour ne pas la respecter. Et donc je lui pose la question de savoir comment il le vit. Est-ce que c'est pour lui une injustice? Est-ce que c'est ok pour lui, etc. Et avec beaucoup de joie, on sent vraiment ce qu'il témoigne, c'est que il était heureux, vraiment heureux de ce que la vie lui proposait. C'est-à-dire pour lui, c'était pas une injustice que ses parents allaient décider pour lui. Bon, en plus, il se trouve qu'il avait la chance d'être dans une famille où ses parents étaient dans la communication, donc ils lui proposaient des filles, et puis lui, il donnait son avis quand même s'il était ok ou pas, jusqu'au moment où il y a un compromis et qu'ils arrivent à trouver une femme qui voudra de lui, et que lui voudra, mais qui sera proposée par les parents. Et je me rends compte à ce moment-là que tout ce que j'ai dit la veille à mon fils, du coup, c'est remis en cause, et ça nécessite une réflexion complémentaire, parce que on passe d'un amour en Occident où on choisit, où on a cette opportunité de passer par la séduction, par quelque chose qui nous appelle, où on va construire un amour sur des choix qui nous appartiennent, à une autre philosophie de vie où l'amour en fait se construit à travers un choix qui ne nous appartient pas, ou quasiment pas. Dans le cas de ce jeune étudiant, il a une petite part qui lui appartient, mais le point de départ, ça ne vient pas de lui. Alors, je me suis interrogé, j'ai mené une longue réflexion en me disant, mais finalement, est-ce que l'amour, c'est vraiment ce que l'on croit en Occident? Est-ce que finalement, ce choix que l'on a en Occident, c'est pas la même chose finalement que le choix que va avoir un jeune Indien, une jeune Indienne, avec le conjoint que va décider leurs parents. C'est-à-dire que la finalité, quand on réfléchit un peu, c'est que peu importe d'où vient notre partenaire,
Et d'ailleurs, on peut faire cette extrapolation dans toutes nos relations, professionnelles, familiales, etc. Peu importe d'où est arrivée la personne que l'on va aimer, ou la personne que l'on va apprendre à aimer, la finalité, c'est que, en fait, c'est la façon dont on va se positionner qui va déterminer l'amour. C'est-à-dire que, en observant du coup ce que me transmettait ce jeune, je me rends compte que oui, il n'a pas choisi une personne, mais du coup, le regard qu'il va porter sur la personne est un véritable acte d'amour parce qu'il ne va plus la regarder à travers des choix qu'on pourrait qualifier superficiels ou simplement égotiques. C'est-à-dire, elle me plaît physiquement, elle me plaît parce qu'elle a de l'humour, parce qu'elle est intelligente, etc. Non. Là, la vision, la perspective est inversée. C'est-à-dire que je vais te prendre comme tu es et je vais aller chercher ce qu'il y a en toi de meilleur pour pouvoir t'aimer. Ça veut dire que je vais accepter tout ce que tu es. Je vais accepter en fait la grandeur de ce que tu es. Et donc, comme en Inde, le divorce aujourd'hui n'existe pas ou quasiment pas, bah, du coup, je m'engage véritablement sur quelque chose que je n'ai pas décidé au départ, mais que j'ai accepté parce que c'est une tradition. Et je vais devoir donc traverser toute mon existence terrestre avec cet acte où je vais devoir apprendre en fait à aimer la personne pour que cette histoire puisse être positive et puisse être bénéfique. Alors, la conclusion de tout ça, à cet instant-là, quand j'en arrive à cette réflexion, c'est de me dire finalement, on vit à peu près la même chose, mais simplement c'est le positionnement qui est différent. C'est là où je mets en fait mon attention. En Occident, on va mettre beaucoup d'attention sur notre choix de départ, sur ce qu'on a projeté sur l'autre, sur le potentiel qu'on a projeté sur la personne que l'on veut aimer. Et puis, en Inde, c'est complètement différent, parce que on va non pas projeter un potentiel, on va projeter tout simplement un amour. On va projeter en fait l'amour que l'on va pouvoir partager ensemble à partir d'un choix qui ne nous appartient pas au départ. Mais le chemin qui du coup va nous permettre de faire vivre l'amour, il est le même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'amour en soi, s'il n'y a pas une capacité du coup de faire vivre l'amour, ben, dans les deux cas, l'amour ne pourra pas s'incarner et ne pourra pas exister. La personne que j'aime me disait toujours amour de vie. Elle ne me disait jamais amour de ma vie. Et pendant toute la période où on était ensemble, absent, oui, le lapsus, parce que toute la période après qui continue à exister, je me suis beaucoup interrogé sur ça. Dès le départ, j'ai compris la finalité, mais j'arrivais pas à adhérer à ça. C'est-à-dire que c'était pas possible dans mes énergies du moment. Pour moi, c'était amour de ma vie. Et je comprenais pas pourquoi elle rajoutait pas le ma. Et puis, au fur et à mesure de mon évolution, j'arrivais à me décaler vers sa façon d'exprimer l'amour. C'est-à-dire que j'ai compris que l'essence du coup qui venait du cœur, c'est que l'amour n'est pas une possession. On ne possède pas cet amour, on le vit. Tu es l'amour de vie, tu n'es pas l'amour de ma vie, tu n'appartiens pas à moi, tu n'es pas ma possession. Et pourtant, si je suis complètement honnête avec vous, en apparence, quelqu'un plutôt très possessif, quelqu'un qui incarne tout l'inverse du coup de cette expression. Donc c'est là où ça crée des distorsions, c'est-à-dire que on peut avoir quelque chose qui vient de l'âme, qui vient du cœur, qui s'exprime, et puis il y a ce que l'on incarne dans la matière. Ce qui fait que ça explique le chemin qu'on a à mener avant d'être en accord avec son âme, avec son essence. J'en étais à ce stade-là, donc j'étais content de ma réflexion, et
Et puis le lendemain, donc, je tombe malade. Je tombe avec cette grippe. Et la grippe, du coup, comme souvent, quand on est malade, quand on a une blessure, etc., ça nous affaiblit. Et du coup, ça nous amène dans une énergie qui nous oblige à ressentir cette notion de faiblesse. Quand on est faible, ben on n'a pas trop de choix que de s'abandonner en quelque sorte à l'amour. Parce que, en quelque sorte, c'est la seule chose qui nous reste. On se sent tellement faible que finalement, on a besoin de ce sentiment d'amour. On a besoin de ressentir cet amour en nous pour survivre, pour exister, et puis surtout pour prier qu'on puisse se libérer, qu'on puisse se guérir. Et à ce moment-là, ce que je comprends, c'est la finalité de ces comparaisons que j'ai vécues. Entre ma définition que j'ai donnée à mon fils au départ, entre la réflexion que j'ai menée à travers ce que j'ai reçu de ce jeune homme, j'ai véritablement compris que l'amour, en fait, il ne reposait que sur l'amour qu'il y avait en nous. C'est-à-dire que depuis ce moment où je suis tombé malade, j'ai la chance de vivre que des scénarios qui me ramènent justement à l'amour, mais dans toutes ses dimensions. Tout à l'heure, je marchais, il y a un monsieur de mon âge à peu près, je pense, qui m'interpelle et puis qui m'amène sur un toit d'immeuble pour avoir une vue panoramique sur Jaipur. J'accueille ça comme un acte d'amour et puis aussitôt, en effet, après, il m'amène en fait dans un petit boui-boui où il travaillait, où il faisait des peintures calligraphiques. Et je comprends que c'était pas inintéressé. Mais en même temps, je comprends que derrière ça, il y a un acte d'amour. Il y a un acte d'amour parce qu'il y avait de l'amour dans ce qu'il faisait. Il y avait de l'amour dans ce qu'il m'a transmis. Je sentais qu'il y avait du plaisir d'aller m'amener sur ce toit. Il y avait du plaisir dans ce qu'il faisait dans ses calligraphies. Et puis, quelques minutes, heures avant, je me réveille très tôt, donc je suis parti marcher dans Jaipur pour aller boire un café. Tout était fermé et je trouve simplement un monsieur qui avait une petite échoppe, vous savez, au bord de la rue, qui vend du café. C'est le type de monsieur qui, j'ai compris maintenant, comme ceux qui conduisent les tuk-tuk, etc., dorment en règle générale soit dans leur tuk-tuk, soit ils dorment dans la rue, à côté de leur échoppe. Ils n'ont pas d'habitation, ils ne possèdent rien, si ce n'est ce petit commerce ambulant. Et donc je prends un café avec lui et je me trompe quand je le paye, je lui donne trop. Et là il m'interpelle, il me dit non, il y a trop, donc il me rend ce que j'avais donné en trop. Je continue mon périple et je marche, donc quelqu'un qui avait rien qui me rend. Je continue et puis souvent quand on est faible, on a besoin de retrouver du confort. C'est ce qui nous rassure en règle générale. Donc je m'arrête, je me disais j'ai envie de boire un vrai café noir. Donc je m'arrête dans un hôtel de luxe. Et je prends un café, un deuxième même. Et au moment de payer, le monsieur, le serveur, donc m'arnaque. C'est-à-dire qu'il me rend moins que ce qu'il devait me rendre. Et donc je comprends pas, je l'avais compris depuis longtemps, mais je comprends les scénarios qui se passent. Et donc on en revient à cette forme d'amour. C'est-à-dire, dans ces trois exemples que je viens de vous donner, je suis l'occidental avec l'argent, qui a l'argent, et donc qui est potentiellement une proie, qui est potentiellement en fait celui qui doit me faire exister, me faire vivre. Et d'un côté, il y a une personne qui n'a rien, qui triche pas, qui me rend, une personne qui est simplement employée d'un restaurant, et je ne fais pas de généralité parce que toutes les métaphores que je fais là,
elles se sont répétées à plusieurs reprises dans mon voyage. Et puis dans ma vie en règle générale quand j'ai voyagé à travers le monde. Donc ce monsieur qui est salarié d'un hôtel de luxe, en fait il est dans un environnement où l'argent en fait appelle l'argent. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher cet argent. Il ne vient pas tout seul en gros. Donc il faut aller le chercher. Et là quand j'ai quelqu'un où je peux tenter de lui soutirer quelques roupies, autant le faire. Et puis en plus c'était pas quelques roupies, c'était du simple au double. Et puis il y a un troisième exemple, donc c'est ce monsieur qui fait de la peinture, qui n'a rien à voir avec l'un ou l'autre, qui ne m'a pas arnaqué, qui ne m'a pas rendu de l'argent, etc., mais qui a simplement fait quelque chose pour exister. Les trois, en fait, ont vécu quelque chose qui les ramenait à une essence, qui est le fait d'exister. C'est-à-dire que l'argent, c'est ce qui leur permet d'exister, comme chacun de nous. Mais ils ne l'appréhendent pas de la même façon. C'est-à-dire que celui qui n'a rien, finalement, il n'est pas dans cette perspective, parce que simplement il n'a pas eu cette connaissance-là, qu'il a le pouvoir peut-être de rien dire et de prendre l'argent qu'on lui a donné en trop. Il n'a pas cette réflexion-là. L'autre, donc dans le restaurant de luxe, il a plus l'habitude parce qu'il est confronté à ça tous les jours. Il voit qu'il y a ce pouvoir de l'argent, il voit les conséquences avec les clients, avec ses patrons, etc. Et puis il y a cet homme qui vit tout simplement dans son petit atelier calligraphique et qui doit exister et qui doit faire vivre sa passion, qui doit faire vivre sa famille et qui trouve un moyen en effet d'attirer des clients jusqu'à son atelier qui n'est pas du tout visible et qu'il le fait certes au début de façon un peu manipulatoire, mais avec une intention derrière qui nous ramène quand même à quelque chose qui est porté par l'amour. Et donc ce que je veux dire en conclusion de tout ça, c'est que l'amour pour moi, c'est une énergie. C'est une énergie qui va déterminer en quelque sorte comment on veut la faire vivre. Est-ce que ce pouvoir que l'on a en nous, qui existe quoi qu'il arrive, et je crois qu'il existe chez chacun de nous, même les plus sombres, on a en permanence la possibilité de le faire vivre. On peut le faire vivre maladroitement, on peut le faire vivre avec manipulation, on peut le faire vivre avec innocence, naïveté, on peut le faire vivre avec douceur ou avec violence, mais quoi qu'il arrive, cette énergie, elle va vivre en nous. Et donc, dans toute relation que l'on va vivre, toute interaction que l'on vivra, c'est ce qu'on appelle ce libre arbitre, c'est la façon dont on veut faire exister cette part d'amour qui existe en nous. La façon dont on veut la faire grandir ou dont on veut la faire se réduire ou la faire taire. Et c'est ça qui est important pour moi de vous transmettre. Et peut-être que vous avez d'autres définitions et je vous invite à les donner. C'est que l'énergie d'amour, pour moi, elle ne se détermine pas, elle se ressent. Et puis surtout, elle évolue en fonction de notre chemin, en fonction donc de ce que l'on apprend de la vie, de ce que l'on a envie aussi de mieux retenir en termes des leçons que l'on a pu vivre. Et c'est pour ça que pour faire grandir cette énergie d'amour, je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'accepter la vie comme elle est, et puis surtout d'accepter d'expérimenter la vie. C'est-à-dire quand on commence à s'enfermer dans des limites, quand on commence à s'enfermer dans des croyances, quand on commence à vouloir se protéger, quand on commence à vouloir se réduire à des cases, à pardon, à se réduire à tout ce qui nous ramène à l'énergie, à la croyance collective, on est en train donc de limiter notre propre amour, donc de cette propre énergie d'amour. Et ce qui est important, c'est pas de s'associer à l'énergie collective. Ce qui est important, c'est de faire vivre notre énergie d'amour. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est ça. On va se servir, bien sûr, de ce que l'énergie collective nous fait comprendre. C'est-à-dire que c'est grâce, en fait, à ce grand tout dont on fait partie que l'on va pouvoir comprendre quelle est notre propre énergie d'amour. C'est grâce à ces leçons-là que l'on va faire vivre notre énergie. Mais par contre,
notre énergie d'amour, elle ne peut exister que à travers nous. Elle ne peut exister qu'à travers la connaissance que l'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes un grand tout, mais nous sommes tous donc atypiques et nous sommes tous un. Donc ça veut dire que notre contribution au grand tout, c'est la reconnaissance de notre propre identité et donc de notre propre existence. C'est comme ça qu'on peut apprendre à aimer. C'est comme ça qu'on peut aimer. C'est parce qu'on aura reconnu et qu'on aura sacralisé qui l'on est nous, que l'on peut faire partie d'un grand tout et qu'on peut faire surtout partie d'un grand tout qui est apaisé, qui est équilibré et qui est juste. Parce que quoi qu'il arrive, on fera partie du grand tout. Qu'on soit négatif, qu'on soit sombre, ou qu'on soit très lumineux et donc très équilibré, on fera toujours partie du grand tout. Mais par contre, notre contribution ne sera pas la même suivant où on va être capable de faire vivre notre énergie d'amour. Voilà en tout cas la définition que je voulais vous transmettre. J'espère qu'elle vous parlera. Et puis n'hésitez pas à donner votre propre définition. Et en attendant, je vous salue bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.